On va plonger aujourd'hui dans une œuvre absolument fondamentale de la littérature japonaise, un recueil de contes qui hante littéralement ses lecteurs depuis des siècles, les contes de pluie et de lune. On va commencer par la question qui est vraiment au cœur de tout le recueil. Et si les fantômes n'étaient pas des esprits de défunts, mais plutôt l'écho de nos propres émotions, de nos obsessions? C'est ce postulat de départ complètement dingue qui transforme ces histoires en une exploration fascinante de la psyché humaine. On parle d'une œuvre publiée en 1776, Ugetsu Monogatari, et qui propose une vision totalement révolutionnaire pour l'époque. Ici, les spectres, les démons, eh bien, ce ne sont pas des apparitions venues d'ailleurs. Non, ils sont la matérialisation de nos émotions les plus intenses. Alors, comment est-ce qu'un fantôme naît dans cet univers? Ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas la mort elle-même qui le crée, mais l'obsession qui la précède. Une loyauté tellement forte qu'elle survit à la tombe. Une rage si brûlante qu'elle continue d'exister sans le corps. Un désir si puissant qu'il ancre une âme à un lieu. En fait, c'est du réalisme psychologique, mais déguisé en conte fantastique. Ok, mais pour vraiment saisir d'où vient cette vision si particulière, il faut se pencher un peu sur le monde et l'homme qui l'ont façonné. Parce que le contexte, ici, est aussi important que les histoires elles-mêmes. Et là, l'auteur fait un choix de génie. Il écrit, pendant la période d'Edo, une ère de paix très stricte, très calme. Mais il décide de situer toutes ces histoires dans le chaos sanglant de l'ère Sengoku, bien avant. Ce décalage, ce contraste, ça lui permet d'explorer la fragilité de la vie quand tout s'effondre. Et c'est ça qui donne une force incroyable à ses récits. Et l'homme derrière tout ça, Ueda Akinari, il faut comprendre que ce n'était ni un samouraï, ni un noble. C'était un médecin issu de la classe marchande, né hors mariage et vivant avec un handicap physique. Bref, un outsider. Et c'est justement cette position en marge de la société qui lui a donné une perspective unique, très critique, sur les contradictions de son époque. Il voyait des choses que les autres, tout simplement, ne voyaient pas. Ce qui frappe tout de suite dans ses contes, c'est l'atmosphère. Elle n'est pas juste effrayante, non. Elle est imprégnée d'une sorte de beauté triste, mélancolique, très profonde. Et pour la comprendre, il faut avoir en tête deux concepts clés de la pensée japonaise. Le premier, c'est le yugen. Alors, le yugen, ce n'est pas la beauté évidente, celle d'un grand soleil. C'est plutôt la beauté mystérieuse d'un paysage qu'on devine à peine dans la brume, le charme d'une histoire qui ne dit pas tout. C'est une beauté qui suggère bien plus qu'elle ne montre. Et Akinari est un maître pour ça. Il excelle à décrire cette beauté un peu étrange des choses qui se meurent. Un manoir en ruine, la lumière du crépuscule. C'est dans cette imperfection qu'il trouve une forme d'élégance poignante, et ça teinte toute son œuvre. Et le deuxième concept, c'est le moshu. Et ça, c'est vraiment le moteur philosophique de toutes les histoires. C'est l'idée venue du bouddhisme que l'attachement intense à une émotion, à un désir, à une personne, eh bien, ça nous aveugle, ça nous coupe de la réalité. Et c'est cette obsession, ce moshu, qui donne naissance aux monstres et aux fantômes. C'est le point central de tout le recueil. Bon, assiette de théorie. Voyons comment tout ça prend vie. La première histoire est un exemple parfait de ce que peut donner une loyauté poussée jusqu'à sa conclusion surnaturelle. L'histoire est toute simple, mais d'une force incroyable. Il faut se rappeler que dans la culture du Bushido, la parole d'un homme, c'est sacré. Alors quand le samouraï se retrouve coincé, incapable de tenir sa promesse physiquement, il ne voit qu'une seule issue pour honorer son vœu, se libérer des contraintes de son propre corps. On le voit bien ici, le fantôme n'est pas une figure de terreur. Pas du tout. C'est le symbole d'un triomphe. C'est la victoire de l'honneur et de la volonté sur tous les obstacles matériels, y compris la vie elle-même. C'est son obsession pour sa promesse qui lui a permis de transcender la mort. Allez, on passe à une autre folle forme d'obsession. Cette fois, ce n'est plus la promesse d'agir, mais la promesse d'attendre. Une histoire qui explore la cruauté du temps qui passe et qu'on ne rattrape jamais. Et là, le récit est absolument déchirant. L'homme, Katsushiro, vit ce moment de bonheur parfait. Il retrouve sa femme, qu'il a attendue pendant toutes ces années de guerre. Mais ce bonheur, c'est une illusion. La révélation, au matin, est d'une brutalité sans nom. Il se réveille seul dans une ruine. Il n'a pas passé la nuit avec sa femme, mais avec le fantôme de son attente, l'écho de sa promesse. Cette histoire est une illustration poignante du concept bouddhiste de Mujo, c'est-à-dire l'impermanence de toute chose. Le fantôme de sa femme n'est pas seulement né de son amour, c'est aussi un rappel tragique que le temps perdu ne se regagne jamais. C'est une obsession qui, cette fois, ne mène qu'à une tristesse infinie. Et si on met les deux histoires côte à côte, on voit toute la subtilité d'Asinari. L'obsession, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise. Quand elle est portée par l'honneur, elle peut mener à une forme de victoire spirituelle. Mais quand elle est portée par une attente passive, elle ne mène qu'à la tragédie, à la prise de conscience de ce qui est perdu pour toujours.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que ça nous parle encore, des histoires écrites il y a presque 250 ans? Eh bien, tout simplement parce que si les époques changent, les obsessions humaines, elles, restent les mêmes. D'ailleurs, c'est l'auteur lui-même qui nous invite à ça. Il nous dit que ses écrits sont un moyen de réfléchir au passé, de voyager sans bouger de chez soi. C'est un voyage dans le Japon féodal, bien sûr, mais surtout à l'intérieur de nous-mêmes. Et s'il y a bien un thème dans ces contes qui traverse les âges, c'est celui-là. La douleur de voir sa vie, ses amours, ses projets tout simplement anéantis par des forces qui nous dépassent. Que ce soit la guerre, l'injustice d'un seigneur ou juste le passage du temps. C'est une angoisse qui est toujours aussi pertinente aujourd'hui. Finalement, ces contes nous laissent avec une question essentielle pour notre époque. Dans un monde où les connexions sont parfois si éphémères, où les engagements semblent si volatiles, qu'est-ce qui, dans nos vies, a assez de poids pour survivre au temps, à la distance et peut-être même à la mort? Quelle est notre propre obsession?